société au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le partenariat gouvernement-société civile se renforce davantage pour une meilleure prise en charge sociale des couches vulnérables. Et c'est l'objet d'ailleurs d'un échange qui s'est tenu ce matin entre les deux parties. Le compte rendu dans cette édition. Plus de 700 candidats postulent depuis ce mardi pour entrer à l'Institut national de formation en agriculture INFA de Tové. Ils devront prouver leur aptitude à être des experts agricoles en fin de formation. Et puis l'Organisation mondiale de la santé OMS soutient la lutte contre la COVID-19 au Togo. Elle mise sur la sensibilisation communautaire des populations et le projet vient de démarrer dans la préfecture du Golfe. Les précisions dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Le gouvernement togolais est soutenu par des organisations non gouvernementales, des ONG, donc, dans ses actions d'aide aux couches vulnérables. Et ces ONG partenaires reçoivent une subvention. Mais comment celle-ci est-elle gérée? C'est l'objet de la rencontre d'échange entre les responsables du ministère de l'Action sociale et ceux de ces organisations non gouvernementales. Et c'était ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Serge Folly et Eliagba Niadao. Elles sont au fond, partout au chevet des couches vulnérables. Les ONG et associations qui bénéficient des subventions de l'État font un travail remarquable sur le terrain, mais manquent de visibilité et de traçabilité, faute d'un cadre formel de partenariat avec le ministère de l'Action sociale. Aujourd'hui, la gestion des finances publiques a basculé dans le budget programme, ce qui impose dès lors un suivi plus rigoureux de la subvention octroyée à ces organisations de la société civile. C'est de nous assurer que nous avons un cadre de suivi établi avec ces ONG, parce que le ministère répond devant la Cour des comptes de comment est-ce qu'on a utilisé ces subventions-là. Par ces échanges, les deux parties vont donc harmoniser leur compréhension des dispositions liées à la subvention. Une société soucieuse du bien-être de toutes ses composantes est une société de paix et son développement ne peut qu'être le fruit d'un effort conjugué de toutes ses filles et de tous ses fils. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement salue et apprécie à juste titre l'accompagnement des ONG et associations que vous représentez et continuera de vous soutenir dans vos activités afin que les groupes vulnérables puissent bénéficier de l'assistance la plus étendue et que nul ne soit laissé pour compte dans notre pays. Après les acteurs de la région maritime, le ministère poursuivra ses concertations avec ceux des autres régions. Une nouvelle ère de partenariat s'ouvre donc entre l'État et la société civile. Et elles sont aujourd'hui des dizaines, ces ONG et associations qui viennent en appui aux efforts du gouvernement au profit des groupes vulnérables. Comment ce partenariat État-société civile s'illustre-t-il sur le terrain? Nous le découvrons avec ces deux ONG qui volent au secours de l'enfance déshéritée. Et c'est un dossier signé par le duo Serge Folly et Eliagba Niadao. Au regard des besoins de plus en plus accrus et légitimes des populations, les interventions auprès des couches vulnérables ne sauraient être seules l'apanage des services étatiques. Sur le terrain, les ONG assurent le relais. Elles s'investissent dans plusieurs domaines à travers un maillage du territoire. Le handicap, le troisième âge, la protection de la femme et de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre ou encore l'enfance malheureuse. L'État vient en appui à cette prise en charge que nous faisons en nous octroyant une subvention annuelle. Et grâce à cette subvention, nous arrivons à assurer la prise en charge sanitaire, alimentaire et autres
des enfants que nous accueillons. Ces enfants accueillis chez nous sont pris en charge jusqu'à l'âge de 1 an, 2 ans. Après cette prise en charge, les enfants abandonnés sont adoptés sur le plan national et international. Les enfants orphelins, par contre, ils sont pris en charge et après sont réinsérés dans leur famille biologique. Lorsque nous recevons des enfants, nous recevons du juge des enfants une ordonnance de placement. La prise en charge peut être à long terme comme à court terme. À long terme pour les enfants SOS qui sont là, et si nous retrouvons les références parentales, les enfants sont réintégrés dans leur famille d'origine. Mais au cas contraire, l'enfant reste même jusqu'à l'âge de 23 ans où il accomplit sa formation professionnelle jusqu'à sortir de la prise en charge. Une cinquantaine d'associations bénéficient de la subvention de l'État. Cette collaboration n'est pas à l'abri des défis, mais les avancées réalisées laissent entrevoir de bonnes perspectives. Il y a tous les acteurs qui interviennent. Les parents, bien sûr, le ministère de l'Action sociale, la santé, l'éducation, tout le monde intervient. C'est une action concertée. Lorsque nous désengageons d'un enfant, à la fin du placement, nous organisons une cérémonie pour montrer comment SOS a contribué au développement de cet enfant. Donc à ce jour, nous avons plus d'une quarantaine de jeunes qui sont dans la vie active. Il y a des professeurs d'université et des professionnels de banque. Les résultats encourageants obtenus au niveau des interventions auprès des différents groupes cibles sont le fruit d'une bonne coopération entre l'État, les partenaires techniques et financiers et la société civile. Ces parties prenantes sont plus que jamais engagées à renforcer l'efficacité de leur synergie d'action. Elles sont guidées par l'axe 3 du Plan national de développement qui vise la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. L'enfance déshéritée est également sur la liste des couches vulnérables que soutient le gouvernement. Et la ministre en charge de l'action sociale, justement, était à Lamatessi et Yarakabie dans Tchaoudjo 2 pour cette cause. Elle a offert des fournitures scolaires aux élèves défavorisés de la localité. Le compte rendu avec Désiré Loï sur place. Mis en place par le gouvernement. Madame Adjovi Lolognon Apedo Anakoma, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, remet un kit scolaire à l'élève vulnérable Saïdatou Issifou au lycée moderne de Lamadessi. Acte répété au CG de Yarakabie dans Tchaoudjo 2. 100 kits ont été remis symboliquement aux élèves nécessiteux. Notre programme d'assistance en kit scolaire aux enfants vient permettre un tant soit peu à ces élèves démunis d'effectuer une bonne année scolaire. Nous saluons ici le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces mesures prises en faveur des élèves. Cela met en pratique la politique du gouvernement qui consiste à ne laisser aucun enfant de côté. Nous savons tous que l'éducation est un facteur de réduction des inégalités sociales. 5000 élèves démunis sélectionnés à travers tout le pays ont bénéficié de cette action de générosité du gouvernement togolais une semaine avant la rentrée scolaire. Une relève de demain qui a besoin du soutien pour leur bonne scolarisation. Grâce au ministre, on a aujourd'hui le même matériel comme les autres. Nous remercions vraiment le gouvernement pour tout ce qu'il nous a fait. Nous promettons bien travailler pour réussir brillamment. Dans son programme, Madame la ministre a prévu 2 vélos pour la première fille au BPC et au Bac 1 à la fin de l'année en cours dans la région centrale. De la gratuité des frais scolaires et d'inscription aux différents examens au School Assure, en passant par les cantines scolaires et la rentrée solidaire, le gouvernement togolais œuvre pour une éducation inclusive. À ce côté, Madame Apedo Anakoma a visité le chantier de construction d'une salle de réunion à la direction régionale de l'action sociale. Un joyau qui, à terme, pourra accueillir jusqu'à 200 personnes à chaque rencontre. Et ces élèves en situation précaire, mais également leurs autres camarades, sont suivis par des hommes et femmes qui leur enseignent les rudiments, voire même tous les secrets de l'école. Et ces hommes et femmes, ce sont les enseignants. Ils sont célébrés ce 5 octobre. Le thème retenu pour cette célébration est une expertise qui rayonne, un thème qui appelle à une professionnalisation du métier d'enseignant.
Bonne fête donc ou bonne journée donc à tous les enseignants du Togo et d'ailleurs. Et les enseignants justement seront également présents pour accueillir les futurs élèves à l'INFA de Tové, l'Institut national de formation en agriculture. Ils seront connus à l'issue du concours auquel ils ont participé ce mardi matin. Ils sont 723 candidats venus de toute l'étendue du territoire national. Les précisions avec Ulrich Amega. Un dernier coup d'œil dans les supports de cours pour certains et pour d'autres, de petits échanges pour détendre l'atmosphère avant l'ultime instant. Puis, 7h30, tous en salle pour le démarrage de la première épreuve, la composition française. Le concours d'entrée à l'Institut national de formation agricole de Tové est ici lancé par les ministres professeurs Majesté Iouateba en charge de l'enseignement supérieur et Eke Odin en charge de l'enseignement technique. Les candidats vont devoir rivaliser d'ardeur pour leur billet d'entrée à l'INFA de Tové. Finalité, décrocher un diplôme en baccalauréat professionnel agricole ou en licence professionnelle agricole. L'étudiant rentre à l'INFA de Tové avec une idée de projet. Nous ne formons plus des jeunes qui vont aller encore demander d'emploi. Non, nous formons des jeunes qui vont s'installer sur le terrain. Et la technique que nous utilisons, c'est formé par pratique. Les lauréats auront à choisir entre autres filières l'agropastorale, la gestion durable des terres, la santé animale et halieutique. Pour le gouvernement, il faut mettre sur le marché des acteurs agricoles compétents, capables de relever le niveau de l'agriculture togolaise. Le secteur agricole fait partie des viviers du pays, donc les secteurs porteurs. Les grands enjeux mondiaux aujourd'hui, c'est nourrir la planète. Et dans nos pays, autant nous avons des artisans qui font de l'agriculture, mais il nous faut aujourd'hui former suffisamment de personnel qualifié, pas des niveaux très élevés, mais des niveaux moyens, qui puissent vraiment répondre aux besoins des populations en les aidant pour améliorer l'agriculture. Au total, 723 candidats, dont 178 filles, composent sur toute l'étendue du territoire national pour 65 places. Et après leur formation, ces futurs experts agricoles pourront aider à booster en tant soit peu la filière de l'or blanc au Togo. Mais pour l'heure, la nouvelle société cotonnière du Togo est en pleine modernisation avec la mise en place d'un nouveau logiciel pour une e-administration au service de la filière coton. Voyons cela avec la correspondance de Silver Abdou depuis Atakpami. C'est un nouvel élan vers une administration beaucoup plus moderne. L'adoption du système SAP, un système intégré mis en œuvre par la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo pour améliorer les performances de son entreprise. Au lieu donc de faire sillonner les parapheurs de bureau en bureau, toutes les informations contenues sont donc centralisées dans une base de données de l'entreprise, mettant en ligne tout le personnel de l'administration, notamment de la production aux ressources humaines, en passant par la comptabilité. C'est le cas par exemple de ce bon de commande soumis en ligne et traité depuis la demande jusqu'à l'acquisition des fonds. On va maintenant vers un monde PPLS, c'est-à-dire sans papier. On n'a plus besoin d'attendre qu'un document physique quitte d'apparent pour l'homme pour être validé. Notre système doit apporter une diminution de l'utilisation du papier de près de 80%. Et c'est un système intégré, tout le monde y travaille, toutes les données se trouvent à un seul endroit précis. Toutes les directions utilisent ce système. Que ce soit la direction des achats, que ce soit les ressources humaines, que ce soit la vente, que ce soit le stock, tous sauvegardent les informations au même endroit. Donc on a une seule source unique d'informations et fiable. Le personnel administratif est formé à ce pro-logiciel il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui, le système est à la phase opérationnelle à travers son lancement en vue d'améliorer la qualité du service administratif, surtout en cette période où la NSCT veut atteindre les objectifs fixés en matière de production. C'est un système d'information qui permet à une société comme la NSCT d'avoir des informations fiables, à temps réel, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir bien gérer la structure. Ça nous permet aussi, en tant que société, d'opérer dans un système d'information à un niveau de classe mondiale. Avec le système SAP, la nouvelle société cotonnière du Togo va pouvoir évaluer en temps réel l'état global de l'entreprise en obtenant des données fiables destinées à prendre des décisions stratégiques pour faire avancer les actions.
Après les échanges avec les plus hautes autorités togolaises, les responsables de Shelter Afrique se sont rendus sur le site de la cité de Togles-Kopé devant abriter le projet de construction des 3000 logements annoncés donc par la société. Le gouvernement veut ainsi mettre à la disposition de la population in fine 20 000 logements décents d'ici à 2025. Un projet donc piloté par le gouvernement et qui se met donc en partenariat avec Shelter Afrique. À ce jour du mardi 5 octobre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 25 623. 37 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 23 796. 184 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1593 et le nombre de décès est de 234. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la lutte contre la pandémie. Sachez que l'Organisation mondiale de la santé soutient la préfecture de Golfe pour un projet de sensibilisation des populations. Et ce sera donc à travers le projet de redynamisation des acteurs communautaires. Un projet qui a été lancé officiellement ce mardi à Lomé. Les précisions avec Gisèle Kozona et la voix de Yata Aratem. Retrouver la vie d'avant Covid, c'est l'objectif premier de cette rencontre des acteurs communautaires. Ces derniers s'accordent avec l'Organisation mondiale de la santé à accentuer davantage la sensibilisation de la population sur la pandémie à coronavirus dans chaque commune du Togo. La vaccination, c'est l'arme la plus efficace en matière de santé publique parce que tout le monde le sait, prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est pour ça que l'OMS est totalement engagé auprès des autorités de la préfecture. Depuis le début de cette crise sanitaire, beaucoup d'initiatives sont prises pour la juguler. La préfecture du Golfe ne veut pas baisser la garde. À ce jour, nous avons noté une chute légère des cas de contamination due à l'application des mesures contenues dans le dernier communiqué du gouvernement. Cette stratégie a permis d'infléchir la courbe de contamination et de booster la campagne vaccinale. Notre rôle à nous tous est de nous mobiliser pour le renforcement de la sensibilisation de manière à faire baisser la courbe de contamination. La lutte contre le Covid-19 nécessite aussi des moyens financiers, techniques et logistiques. L'OMS, un des partenaires clés du Togo, met à la disposition de chacune des communes de la préfecture un véhicule tout-terrain. Nous avons tracé des itinéraires que les véhicules vont suivre. Il s'agit de faire adhérer les populations à la campagne de sensibilisation. En cette période où le relâchement dans le respect des mesures barrières est visible à tout coin de rue, le projet de redynamisation des acteurs communautaires se révèle une stratégie de mobilisation des populations pour une adhésion massive à la vaccination. La sensibilisation se fera sur 9 jours successifs. Et la lutte contre la pandémie du coronavirus est une lutte mondiale. En Angola, la vaccination est obligatoire et les centres de vaccination sont pris d'assaut par les populations. Mais l'accès aux précieux liquides reste difficile. À Luanda, la capitale angolaise, des populations faisaient la queue pour se faire vacciner. Le gouvernement angolais ayant décrété l'obligation vaccinale dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais pour recevoir sa dose, il fallait faire preuve de patience. Ce qui est drôle ici, c'est que je suis là depuis 5 heures du matin pour recevoir cette dose de vaccin Covid-19, mais personne ne s'occupe de nous. Une organisation qui tranche avec l'objectif visé par le pays, vacciner 60% de ses 15 millions d'habitants. L'Angola a déjà vacciné plus de 2 millions de personnes, soit 3,1% de sa population. Je suis venue parce que j'ai suivi à la télévision que nous devions nous faire vacciner pour obtenir une carte de vaccination qui nous permettra d'aller à l'école. Outre les usagers et les utilisateurs des services publics et privés, des hommes et femmes susceptibles d'effectuer des déplacements interprovinciaux
doivent aussi montrer patte blanche. Les évêques sont une honte pour notre humanité. Ce sont les propos d'une victime des actes d'abus sexuels commis par des prêtres depuis les années 50. Ils sont auprès de 3000 pédocriminels selon une enquête dévoilée ce jour en France. Il a été la première victime auditionnée par la commission indépendante. Juste avant que celle-ci rende son rapport, François Deveau s'est adressé aux 3000 pédocriminels qui ont sévi au sein de l'Église depuis les années 50. Ce qu'il vous faut comprendre, messieurs, c'est que vous êtes une honte pour notre humanité. Vous avez piétiné par votre comportement l'obligation de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, alors que c'est l'essence même de votre institution. L'institution est jugée responsable par les victimes et les auteurs du rapport de 3000 pages. Selon eux, la pédocriminalité n'est pas qu'une série d'actes isolés, mais le résultat d'un système au sein de l'Église. Il y a eu surtout un ensemble de négligences, de défaillances, le silence, une couverture institutionnelle qui ont présenté un caractère de systémique. Après 2 ans et demi de travail, la commission indépendante a remis son rapport à ceux qui l'avaient commandé, les représentants du clergé français. Aux personnes qui ont été victimes de tels actes de la part de prêtres, de religieux, de religieuses ou d'autres personnes dans l'Église, j'exprime ma honte, mon effroi, ma détermination à agir avec elles. Le rapport énumère aussi 45 propositions, dont l'indemnisation des victimes. Les premières réponses du clergé sont attendues en novembre, lors de l'Assemblée des évêques de France. Et retour ce soir encore sur la panne mondiale qui aura bloqué toute la planète durant plusieurs heures hier lundi. C'est donc la panne liée donc à Facebook et plusieurs de ses réseaux sociaux. Mais sachez que la panne n'a pas fait que des aigris. Elle aura fait également des heureux, comme vous allez le voir. Ce lundi, c'était une journée de blackout total pour des milliards d'utilisateurs de Facebook, WhatsApp, Instagram et Messenger de par le monde. La raison de cette géante panne, un changement de configuration défectueux des serveurs de Facebook. Une simple remise à niveau qui a paralysé la planète entière durant des heures. Une situation critique pour le patron de Facebook qui a perdu plus de 5 milliards de dollars en espace de 6 heures. Mais la panne du réseau social mondial a fait aussi des heureux. Et oui, la planète numérique ne s'est pas tue pour autant. Des milliers d'internautes se sont tournés vers d'autres réseaux comme Twitter, Signal, Telegram, Zoom, TikTok. Selon le Guinness Book des records, le compteur Twitter a explosé face à l'afflux soudain et massif de tous ces accros du net. Les messageries concurrentes ont crépité toute la soirée de lundi et sont partis pour faire des fidèles désormais qui préféreront parer à toute éventualité. Et comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et je vous amène à présent en Indonésie à la découverte d'un musée inédit, le musée de plastique. Il veut interpeller sur l'urgence de préserver l'environnement des déchets plastiques. Regardez. Un tunnel de plastique coloré qui attire autant qu'il interpelle ces jeunes Javanais. Ces centaines de bouteilles artistiquement assemblées ont toutes été collectées dans les rivières et mers voisines. Une pollution alarmante pour ce biologiste et son équipe. Ensemble, ils ont récolté plus de 10 000 déchets plastiques en moins de 3 mois. Avec ce triste butin, ils ont créé un musée inédit pour sensibiliser la population de l'île de Java. Menghentikan penggunaan plastik sekali pakai, botol air minum sekali pakai, tas kresek, sedotan, saset, styrofoam dan popok sekali pakai. Itu kemudian apa yang kita pakai, kita konsumsi itu mencemari laut kita, alam kita. Kita ingin kemudian orang teredukasi dan pada akhirnya orang juga akan berpartisipasi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ouvert au public depuis le mois de septembre, ce musée en plein air attire chaque jour plus de visiteurs,
interloqués par la jupe de sachet à usage unique portée par cette statue de la déesse Dewisu, cette divinité de la prospérité vénérée par les Javanais. Hal pertama yang saya lakukan, saya mau beli botol, beli barang-barang yang bisa dipakai berulang kali aja daripada seperti ini makin menumpuk. Saya sangat miris melihatnya. Le problème de la pollution des plastiques est particulièrement fort en Indonésie, un pays qui se classe au 2e rang derrière la Chine pour son volume de plastique qui finissent dans les mers. Avec les Philippines et le Vietnam, les 4 pays sont responsables de plus de la moitié des plastiques rejetés dans les océans, et les efforts indonésiens pour réglementer l'utilisation des emballages en plastique ont jusqu'alors eu des résultats très mitigés. Et voilà, donc c'est sur cet appel à l'aide pour sauver la planète que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Cloto et de la Cosa. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.